Allez, bonjour à tous. D'habitude, je suis jamais en retard, mais depuis quelques années, mon mari vous le dira, je suis tout le temps en retard. Donc, je suis navrée pour ce petit départ à 9h10 au lieu de 9h. C'est une belle journée, une belle matinée qui s'annonce avec un sujet qui me tient vraiment à cœur, la fiscalité locale. Je vais déjà me présenter. Je suis Marie-Cécile Clémence, je suis avocat associé fondateur, ça fait beaucoup de titres, du cabinet M2C Avocat. Ça fait 18 ans maintenant que je travaille sur ce sujet-là et uniquement sur ce sujet-là. Je ne fais pas de TVA, pas d'IS, je m'intéresse aux impôts locaux avec beaucoup de cœur et d'acharnement. Merci à tous d'être venus ce matin, à nos intervenants qui prennent du temps pour nous présenter leur expertise sur le sujet, leur expérience professionnelle. Et merci aussi à la régie qui va nous aider. Gérald, t'es au top là-haut, merci. Aux participants, puisque vous allez aussi nous accompagner ce matin de par vos expériences, de par ce que vous rencontrez au quotidien. On a la chance d'avoir un panel d'intervenants et de participants assez hétéroclite, puisqu'on a des contribuables redevables, on a des collecteurs avec l'administration fiscale qui est dans la salle, et on a également des bénéficiaires avec des collectivités territoriales. Donc on aura tous les tenants et les aboutissants de la fiscalité locale avec des regards croisés. Et merci à mon équipe, une petite mention spéciale à Caroline qui a organisé ça d'une main de maître à mes côtés, et à toute mon équipe aussi clermontoise qui s'est mobilisée, nous a ramené une valise entière de goodies et de présentations du cabinet. Donc bravo à tous pour votre investissement. Vous l'avez constaté, on a plusieurs décennies de réformes. Alors, la fiscalité locale, en fait, elle a été mise en place à la Révolution. C'est un impôt qui est donc très ancien. Et il avait vocation à la Révolution de la participation aux charges publiques. Et c'est toujours la vocation, d'ailleurs, des impôts locaux, c'est bien d'alimenter le budget des collectivités territoriales pour qu'il y ait une participation aux services publics sur le territoire. Au fur et à mesure des réformes structurelles et des mutations également structurelles de l'économie, je parle de l'industrialisation, la tertiarisation, de l'augmentation des compétences des collectivités territoriales, eh bien, l'assiette s'est adaptée tout en essayant d'assurer une équité fiscale. L'objectif, en fait, il est double, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu, je dirais, triple, politique, un enjeu économique, mais également un enjeu territorial, parce qu'en collectant l'impôt, il va falloir assurer les services publics sur le territoire. De sorte qu'il va falloir, en ayant plusieurs mesures fiscales, législatives, contenter d'une partie les contribuables et de l'autre partie les bénéficiaires. Vous comprendrez qu'il y a un souci d'adéquation parfois entre la justice fiscale, l'équité fiscale, mais aussi la volonté d'assurer un service public constant. Et depuis des années, on entend surtout une volonté des politiques de préserver la compétitivité. Je vais utiliser un acronyme que j'ai entendu hier sur BFM, de préserver le Made in France. Donc la relocalisation, la réindustrialisation de la France et une compétitivité... Oh, je vous ai vu sourciller. Et donc de conserver nos entreprises industrielles en France pour éviter une fuite à l'extérieur, à l'étranger, et surtout attirer encore sur notre territoire. Pour ça, je vous propose d'entrer en matière directement et de revenir sur ces différents enjeux politiques. On va faire un petit comeback en arrière.
lors d'un entretien de M. François Mitterrand, président de la République, accordé à TF1 lors de l'émission L'Enjeu, à la Maison de la Radio le 15 septembre 1983. Il nous disait « Bien entendu, on nous demande en même temps de baisser les charges, en particulier par la réforme de la taxe professionnelle. C'est un impôt insensé, un impôt imbécile. Alors, cette taxe professionnelle, elle est horriblement injuste, anti-économique, elle joue contre la baisse de l'inflation, elle joue contre l'emploi, elle joue contre les exportations. Seulement, cela rapporte environ 50 milliards. Et dans la période où nous sommes, alors que ce sont nos prédécesseurs qui ont imposé cette taxe, pouvons-nous nous priver de 50 milliards, ou de 10 milliards, ou même de 15 milliards? Ce n'est pas si facile. De telle sorte que je prends ce soir l'engagement d'une réforme de la taxe professionnelle d'ici l'année prochaine. Donc vous voulez relocaliser? Je veux qu'on arrête les délocalisations et que si possible on relocalise pour construire la même voiture en Tchéquie, l'Union européenne, et en France, c'est 1 000 € de différence. Et dans ces 1 000 €, il y en a un tiers qui est représenté par la taxe professionnelle, qui est un impôt qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Je vous l'annonce, on supprimera la taxe professionnelle en 2010. 35 milliards d'euros pour sauver l'industrie, dont 20 milliards de baisse d'impôts sur 2 ans, 3 milliards pour renforcer les fonds propres des entreprises en difficulté. Enfin, l'État subventionnera à hauteur d'1 milliard les entreprises pour l'achat de robots, de logiciels ou encore celles qui ont un projet de relocalisation. Élie Cohen, on va procéder par ordre de grandeur. 20 milliards de baisse d'impôts sans contrepartie, était-ce bien la priorité? Le débat sur les impôts de production en France est un très vieux débat. C'est un sujet qui ressort périodiquement lorsque, par exemple, Bruno Le Maire est arrivé au pouvoir, il a lancé ce chantier sur le pacte productif et déjà le premier sujet, c'était que les Français payent des impôts de production 5 fois plus importants qu'en Allemagne. Donc indépendamment de Covid, de relance ou autre, il y avait cette problématique du différentiel de compétitivité fiscale entre la France et l'Allemagne qui se logeait essentiellement dans cette histoire des impôts de production. Donc qu'on veuille baisser les impôts de production, c'est tout à fait logique et nécessaire. La question... Sans ciblage, sans contrepartie. Non. Si vous avez un écart de compétitivité en matière d'impôts de production qui est de 1 à 5 avec l'Allemagne, vous n'avez pas besoin de prétexte. Vous avez un problème de compétitivité, point. Quand vous écoutiez Carlos Ghosn qui expliquait pourquoi il ne localisait plus d'usines en France, pourquoi il allait en Turquie, au Maroc et ailleurs, il disait charge sociale, impôts de production. À l'époque, il disait taxe professionnelle, et puis après, il a dit... Entre-temps, les charges sociales ont baissé, maintenant on baisse les impôts de production. Voilà. Oui, en fait, entre 1983 et ça c'était en 2021, après le Covid, dans le cadre du plan de relance, on a toujours le même leitmotiv, relancer la compétitivité. Donc la question, et ça va être d'ailleurs l'objet de la première table ronde, est-ce que l'objectif est atteint? Cette compétitivité... on la regarde par rapport à quoi? Par rapport à l'Europe, par rapport à l'international. On est le seul pays européen où la CFE, où la taxe foncière existe et pèse aussi lourd sur les éléments de production. Donc c'est un vrai sujet, politique qui a fait... l'objet de multiples réformes. Depuis son instauration, il y a eu à peu près une 60aine de réformes sur la taxe foncière. Donc, est-ce qu'un jour on va s'en sortir? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout supprimer? Alors, pas tout de suite, attendez que j'aille à la retraite, parce que sinon j'aurai plus de travail. Mais voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser complètement le dispositif de fiscalité locale pour qu'il y ait une adhésion à l'impôt? Donc, j'ai un peu anticipé mon slide qui est ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des industriels parce que c'est le cœur de la France, mais il n'y a pas que les industriels puisque la fiscalité locale touche toutes les entreprises. Donc, il faut qu'on stimule ce système parce que aussi on a des services à financer. Stimuler l'investissement, stimuler l'innovation, mais garantir un juste équilibre des bases fiscales.
Je vous rappelle juste un petit timing, puisqu'on est déjà en retard, mais j'ai essayé de rattraper un peu mon retard. Donc on a 3 tables rondes. 3 tables rondes qui ont en fait un objectif précis de déterminer d'une part les enjeux et les perspectives économiques des impôts de production, les enjeux et perspectives juridiques, parce qu'on a de plus en plus de contentieux fiscaux avec quelques modernités, avec, j'entends, l'utilisation de QPC, de normes constitutionnelles, de normes de l'Union européenne, que l'on n'avait pas avant. Et je vous rappelle, on était dans un objectif de simplification des impôts locaux et j'ai l'impression qu'on n'a pas atteint cet objectif-là. Et enfin, un enjeu et perspectives territoriaux, des enjeux et perspectives territoriales, parce que eh bien, c'est le cœur, les impôts locaux sont le cœur des finances des collectivités territoriales. Et après, je vous propose un débat dans la salle pour qu'on puisse échanger de chacune de nos problématiques et pourquoi pas échanger de points qui n'auraient pas été abordés lors de ces tables rondes. Mesdames, je vous accueille sur cette première table ronde dédiée aux enjeux et perspectives économiques, quels impacts sur la compétitivité. Comme vous voulez, là où vous vous sentez bien. Bien installée, prête? Bien. Je m'assois vers vous. Bonjour mesdames. Aïcha Alani, bonjour. Vous êtes responsable fiscale chez Air Liquide Advanced Technologies. Donc vous avez une expérience et vous êtes comme moi en fait tombée dans le chaudron toute petite au début de votre carrière professionnelle dans les impôts locaux et vous avez une passion pour les impôts locaux. Absolument, complètement. Donc effectivement, donc je suis responsable fiscalité chez Air Liquide Advanced Technologies, mais je parle au nom de l'intégralité du groupe Air Liquide. Et vous le verrez, les impôts locaux sont effectivement un sujet au sein du groupe, comme elles le sont d'ailleurs pour toutes les entreprises industrielles. Christine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice fiscale du groupe Clariane. Les impôts locaux sont un petit peu éloignés pour l'instant pour vous parce que ça fait beaucoup avec le nombre d'établissements que vous avez à gérer. Mais vous êtes aussi passionné par les impôts locaux. C'est ce que vous m'aviez dit lors d'une visio. Oui, alors voilà, j'ai commencé dans l'industrie, donc je me suis frottée aux impôts locaux. Et chez Clariane, au début, en arrivant, ce n'était pas la priorité. Mais maintenant que, en fait, à partir du moment où on connaît mieux le groupe, on a quand même 550 établissements et également des maisons, puisque nous sommes le premier acteur privé des activités de soins, de santé, pour les personnes vulnérables, donc autrement dit les maisons de retraite et les établissements de santé, les cliniques. Voilà, donc on est très ancré sur le territoire. Jennifer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires juridiques et fiscales à la CPME. Donc en fait, vous êtes dans les impôts locaux tous les jours? Alors, peut-être pas tous les jours, en tout cas sur la fiscalité, oui, sur la fiscalité locale, un jour sur deux, on va dire. D'accord. Donc moi, je travaille au sein de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Confédération, c'est une organisation interprofessionnelle qui représente et défend les TPE-PME sur tout le territoire, parce qu'on est implanté sur tout le territoire. On a 112 unités territoriales et on a également un volet sectoriel. On représente tous les secteurs confondus, de l'industrie, on l'a cité, mais aussi le commerce, l'artisanat et le service. Et on a, par ce biais, 122 fédérations adhérentes. Donc on a une assise à la fois, une implantation territoriale très forte, y compris outre-mer, et un volet sectoriel multiple. Merci. Aïcha, la première question, elle est pour vous. On a vu que dans la petite chronologie qu'on a regardée,
que les réformes, elles étaient essentiellement à l'attention des industriels et que la recherche, l'objectif recherché, c'était la compétitivité. Est-ce que vous pensez que ces différentes réformes ont atteint leurs objectifs ? Alors, sur l'impact des réformes sur la compétitivité, le groupe Air Liquide salue les différentes initiatives et les efforts qui ont été entrepris par les différents gouvernements qui ont permis de réduire les impôts de production. Ces mesures ont en effet permis d'alléger le coût des investissements pour le groupe, notamment s'agissant des investissements en matière d'équipement, de moyens de production et des matériels affectés à la recherche. Donc oui, nous sommes absolument affirmatifs sur le fait que les différentes mesures ont permis d'améliorer la compétitivité des entreprises. Alors, il est vrai, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les différentes réformes, la suppression de la taxe professionnelle a permis de supprimer la base des équipements et biens mobiliers des bases des impôts locaux. Donc forcément, en enlevant une part, puisqu'avant il y avait quand même la part salaire qui a été supprimée, ensuite on a enlevé la part des équipements et biens mobiliers, et ensuite pour les industriels en 2020, avec le plan de relance, on a divisé par 2 la base des industriels. Donc c'est effectivement un beau cadeau. Est-ce que vous pourriez... Alors, il est peut-être difficile à mesurer, et c'est d'ailleurs l'échange qu'on avait eu lorsque l'on a préparé cette table ronde. L'impact est peut-être difficile à quantifier parce qu'il y a aussi une évolution des bases et peut-être une évolution des investissements suite à cette réduction des impôts, donc investissement bâtiment, j'entends, puisque maintenant c'est la seule base foncière des impôts locaux. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait peut-être une stagnation du montant de l'imposition, mais tout en ayant des investissements. Absolument, hein. C'est-à-dire que malgré effectivement les réductions d'impôts et la baisse significative en fait des baisses des impôts de production, le groupe a continué d'investir. Le groupe a continué ses investissements en matière d'immobilisation, en matière d'équipement. Et on constate en effet que si le groupe a continué de contribuer de façon significative aux recettes locales, cette baisse des impôts de production a malgré tout permis d'alléger le coût des impôts de production à périmètre identique, et donc elle a effectivement contribué à réduire de façon significative le coût d'investissement pour le groupe en matière d'immobilisation et d'outils de production. Jennifer, quel est le retour de la CPME sur ces réformes ? Alors pour nous, c'est une vision... C'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, en effet, on a eu, on ne peut pas le nier, un vrai gain de compétitivité, enfin en tout cas de baisse de fiscalité, notamment pour les entreprises industrielles, qui ont justement regagné un petit peu de souffle et de possibilités potentiellement d'investir, même si on sait que l'investissement, c'est un peu plus compliqué que ça. Après, on a malgré tout... des collectivités territoriales qui ont moins de recettes, donc besoin malgré tout de financer beaucoup de missions. Et du coup, parallèlement, on a eu la création d'un certain nombre de nouvelles taxes, ou en tout cas de hausses de taux de certaines taxes, qui ont amoindri la portée et le gain qu'on pouvait avoir globalement de ces réformes. Oui. En fait, il y a une compensation. Il y a une compensation qui est différente, bien sûr, d'un secteur à l'autre. On ne peut pas prendre les entreprises industrielles comme les commerçants. Mais oui, il y a eu une baisse d'un côté et puis une petite reprise de l'autre. Christine, vous êtes les grands oubliés, vous, les locaux professionnels de ces réformes. On a la réforme des valeurs locatives qui... On ne sait pas ce que ça donnera en 2026, on verra. Est-ce que vous pouvez constater une amélioration de la compétitivité en tant que locaux professionnels ?
Alors, sur la CVAE, indéniablement, donc on a vraiment une diminution du poids de la CVAE, mais qui n'est pas vraiment un impôt sur l'établissement lui-même, en fait, c'est plus un impôt sur le résultat, sur la valeur ajoutée par définition. Mais c'est vrai que sur nos établissements, non, en fait, on a des valeurs... J'ai regardé un petit peu les chiffres, effectivement, la diminution de la CVAE, il y a une tendance avec un effet ciseau, c'est effectivement, on a une tendance à la diminution de la CVAE, très claire, mais une augmentation de la CFE et des taxes foncières du fait des valeurs locatives qui augmentent et des taux d'imposition qui augmentent. Donc, effectivement, cette augmentation n'a pas encore rattrapé la baisse de la CVAE, et c'est heureux, donc on n'a pas cet effet ciseau encore complet, mais oui, non, nous sommes un peu les oubliés, et je crois que même que dans la réforme des valeurs locatives, les établissements de santé étaient plutôt les perdants de la réforme, c'était annoncé dès le début, et c'est très clair. Oui, c'est vrai que vous faites partie des perdants de la réforme, à l'inverse de la grande distribution, qui est souvent gagnant de cette réforme, mais après ça s'explique aussi par l'histoire. On rentrera plus dans le détail tout à l'heure. Moi, c'est vrai qu'en reprenant en fait systématiquement les réformes et en travaillant sur cette table ronde, je constate évidemment que les politiques publiques sont très orientées sur les industriels, et d'ailleurs toutes les réformes de baisse sont dédiées aux industriels. La réforme des valeurs locatives, elle a eu pour effet de actualiser les tarifs des locaux professionnels, mais en tout cas, elle n'a pas pour effet de diminuer les bases d'imposition. Lors de nos échanges, on a un petit peu dérivé sur le sujet, et on se disait que on avait... Alors, c'est pas une critique, il ne faut pas le prendre mal. Quelques difficultés aujourd'hui pour la compétitivité toujours à anticiper les bases des impôts locaux, de sorte que ça freine un petit peu l'investissement. J'en discutais avec Madame Marnal il n'y a pas très longtemps, et vous me disiez, voilà, là, nous en 2026, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. On fait des calculs, on ne sait toujours pas. Vous, c'est un peu pareil aussi du côté du groupe Clariane. Vous n'arrivez pas à anticiper l'avenir. On a beau effectivement tenter de se dire peut-être qu'on en sera là à ce niveau-là. Est-ce que ça, c'est un frein à la compétitivité, un frein à l'investissement? Christine? C'est jamais bon effectivement ne pas arriver à anticiper sa charge d'impôt. Donc, est-ce que c'est un frein? Moi, je vois les opérationnels, c'est effectivement, ils ne comprennent pas, en fait. Voilà, c'est ce qu'on se disait. Ils aimeraient pouvoir parler aux maires, directement aux collectivités territoriales pour être incités à s'implanter dans une commune. Et on a le sentiment que c'est de moins en moins possible, ou qu'en tout cas, il y a de moins en moins de pouvoir est délégué aux maires pour aider l'entreprise, enfin en tout cas commerciale, à s'implanter dans une commune plutôt que dans une autre. Donc oui, non, c'est un petit peu... ça ne nous empêche pas de nous développer, mais par contre, on n'a pas de vision et on n'a pas d'aide, on n'a pas tellement d'aide. Oh, nous avez-nous quand même. Oui. Aïcha, pour vous, c'est un petit peu différent. Parce que les industriels, ils pilotent un peu plus. C'est un peu différent en effet, puisque pour les établissements industriels, la base d'imposition, c'est en fait la valeur en fait et le prix de revient des immobilisations qui sont utilisées. Donc effectivement, la base d'imposition, elle est plus comptable et donc plus facile à évaluer. Malgré tout, ce qui est quand même compliqué pour les établissements industriels et pour les entreprises industrielles, ce sont en fait les différentes annonces qui sont faites, qui d'une part
évoque une suppression d'impôts, puis une réduction d'impôts, puis une réduction qui est finalement échelonnée d'impositions, pour finalement presque un rétablissement des impositions. Et pour les entreprises industrielles, eh bien, malheureusement, ça pose un problème de visibilité et d'anticipation sur la charge d'impôt, puisque les établissements industriels et les entreprises industrielles, notamment au sein des grands groupes, vous le savez, ont fait des plans sur plusieurs années. Les investissements d'un groupe sont pluriannuels. Le retour sur investissement prend du temps, demande du temps. Et je pense que en tout cas, le groupe Air Liquide pense que les grandes entreprises ont besoin de plus de visibilité, de plus de lisibilité sur les annonces politiques qui sont faites pour pouvoir justement anticiper la charge des impôts de production pour les entreprises. Allez-y, Jennifer. Et c'est pareil pour les PME, en fait. On a besoin de visibilité, de prévisibilité. C'est un fait, on l'a dit, il y a eu des mesures et des réformes fiscales qui ont permis un gain de compétitivité et donc des marges de manœuvre. Mais vous, demain, dans votre vie de tous les jours, vous n'allez pas acheter une maison si vous vous dites que vous êtes juste et que finalement on va avoir d'autres charges supplémentaires pour pouvoir les assumer. C'est pareil pour les entreprises, pour les grandes et aussi pour les petites. Les petites, en matière industrielle, elles n'ont pas, lorsqu'elles font un investissement, c'est un investissement conséquent ou un retour sur investissement qui se fait de l'ordre de 7-8 ans. Donc on peut pas comme ça continuer à pas avoir une visibilité, et on l'a bien vu. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ces dernières semaines sur la question du budget? C'est un vrai sujet. Un autre point qui a été indiqué, c'est la question du dialogue. Nous, on est une organisation interprofessionnelle. Honnêtement, on dialogue avec l'administration fiscale. On n'a pas de sujet là-dessus. C'est d'ailleurs très apprécié. Maintenant, on en a parlé. Les entreprises, elles font des projections. Elles regardent en fonction de la réforme des révisions des valeurs locatives. Il y a des mécanismes qui vont s'arrêter. Qu'est-ce que je fais? Comment je le calcule? Comment je l'anticipe? Et ça, dans le dialogue qu'on a avec l'administration, ça peut être un point d'amélioration dans l'échange, le retour des différents transferts, des différentes études qu'on, pour qu'on puisse anticiper ensemble en fait, travailler ensemble à faire que l'impôt de demain soit juste pour tout le monde, et que l'entreprise qui s'implante au niveau local, elle soit contente de payer ses impôts, et qu'elle soit contente de donner quelque chose, et en retour, la collectivité avoir l'attractivité dont elle mérite. Un consentement à l'impôt. Redonner du consentement à l'impôt. Quand on prend la CFE, le calcul de la CFE, ça base sur des valeurs locatives. Enfin, moi, les PME, elles ne savent pas la calculer. Donc, après, l'anticiper, voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Christine. Oui, sur la prévisibilité et l'estimation des impôts locaux, notamment des bases, etc. Effectivement, les industriels bénéficient de deux avantages par rapport aux activités plus commerciales. Ils sont quasiment toujours propriétaires de leur outil de production, et en plus, enfin de leurs usines, et en plus, effectivement, comme vous le disiez, c'est la méthode comptable. Donc, dans la mesure où on sait ce qu'on a dans nos comptes, on sait à peu près calculer les valeurs locatives. Côté commercial ou locaux professionnels, nous sommes souvent, nous pouvons être propriétaires, mais pas forcément. Donc nous prenons en crédit bail, ou nous louons des locaux à des investisseurs, en fait. Donc nous n'avons pas les bases. On nous fournit les avis d'imposition, mais déjà c'est pas nous qui pouvons les batailler. Il faut quand même. Et puis le propriétaire s'en moque, puisqu'il nous refacture la taxe foncière. Donc on n'a pas de prise directe. Donc on a ce problème des valeurs locatives qui sont beaucoup moins lisibles que quand elles sont fondées sur les valeurs comptables. Et en plus on n'a pas de prise directe, parce qu'on n'est pas le propriétaire des murs.
Ça double la complexité et alors du coup la prévisibilité. C'est vrai que vous êtes, vous locaux professionnels, très dépendants en fait de ce qui a été déclaré par le propriétaire, puisque aujourd'hui la CFE elle est calculée d'après la valeur locative qui a été déclarée dans la 6660, donc dans la déclaration qui est faite par le propriétaire. Donc on vient calculer la valeur locative pour la taxe foncière et ensuite on calcule la valeur locative pour la CFE. De sorte qu'on le constate d'ailleurs au quotidien, quand nos clients ne sont pas propriétaires, il faut qu'on se rapproche du propriétaire pour pouvoir demander un mandat, contester la taxe foncière qui vous est refacturée. Donc là, c'est vrai que ça augmente la charge de travail et le temps, je suis désolée de le dire, mais c'est de l'argent. Donc c'est un gain, enfin c'est une perte plutôt de temps et c'est antiproductif. Donc c'est vrai qu'au quotidien, au-delà de dire oui, il y a de la compétitivité par rapport à l'Europe, par rapport aux autres entreprises internationales, c'est déjà en interne où on devrait gagner en productivité pour pouvoir contester ces impôts locaux ou au moins faire une révision, une revue en fait de nos bases. Vous qui avez des groupes internationaux, comment sont perçus les impôts locaux par les filiales européennes ou... Alors, c'est clair que les impôts locaux en France, c'est une spécificité française dont la complexité n'a de similitude dans aucun pays. Quand on explique la manière dont sont déterminés les impôts locaux en France, ils sont vus comme quelque chose de complexe, voire incompréhensible, et dont les impacts financiers sont très très compliqués à estimer. Donc pour les entreprises françaises et même pour les entreprises étrangères, cela n'encourage pas en fait à localiser les activités en France. J'ai envie de dire, s'agissant de l'évolution en fait de la fiscalité locale en France, quand on se regarde, on se console parce que, comme on le disait au départ, on ne peut que saluer la baisse des impôts de production. Mais quand on se compare, on se désole. Parce qu'effectivement, à l'étranger, ce type de dispositif est inexistant. Et clairement, à l'étranger, et notamment si on se compare par rapport aux États-Unis, il y a même des dispositifs qui incitent l'implantation locale. Oui. Je vous remercie pour cette transition qui est parfaite. On n'avait pas révisé. Hein ? Non. Alors, on n'a pas pu... Vous savez, on est Clermontois, nous, à la base. Donc, on est un petit peu chauvin. Xavier Durand n'avait pas eu la possibilité de nous rejoindre aujourd'hui. Il est directeur fiscal de Michelin. Mais quand même, on a un petit peu de Michelin parmi nous. Et je vous propose d'écouter. Maintenant, si je prends le coût de la fiscalité, c'est toujours un sujet qui est délicat. La part des impôts de production dans le PIB en France, c'est 4,5. La moyenne en Europe, c'est 2,2, alors qu'en Allemagne, on subventionne la production. Quand on parle de réindustrialisation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand vous taxez la production, quand vous voulez faire de l'exportation, comment voulez-vous être compétitif ? C'est pas possible. Donc là, il y a un sujet à traiter. Les prélèvements obligatoires. La France est championne d'Europe des prélèvements obligatoires avec 45,6% de prélèvements obligatoires. L'Allemagne est à 40%. La moyenne de l'Union européenne l'Allemagne est à 40% et la moyenne est à 40%. Donc, bien sûr qu'on peut augmenter les taxes sur les industries en France. La transition était pas mal. D'ailleurs, merci. C'est vous qui m'avez relayé cette petite vidéo. Alors, elle a été prise... je pensais qu'elle était un peu plus récente que cela, mais non. Elle date de décembre 2024. Mais finalement, c'est plutôt à propos. Et donc, est-ce que finalement, la compétitivité, elle ne passerait pas par le gain de compétitivité, il ne passerait pas par les subventions à l'investissement ?
Allez, Aïcha. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que ça doit passer par des subventions à l'investissement. Par contre, ce qui est clair, c'est que nos clients, quand ils prennent des décisions d'investissement, ils tiennent compte de multiples facteurs, dont notamment la fiscalité de production. Et comme on vient de le voir, il est clair qu'on constate toujours un écart en fait, de compétitivité entre la France et les pays de l'Union européenne, et même à l'international. Par ailleurs, s'agissant des activités à l'export, la concurrence est rude et le prix est déterminant. Or, les impôts locaux sont clairement une partie composante, une des composantes qui grève en fait le coût de production. Et donc, nécessairement, ça impacte la compétitivité des entreprises. Ok. Jennifer, vous, quel est votre ressenti par rapport à ça? Est-ce qu'il y a déjà eu des remontées des adhérents qui ont souhaité ou mis en avant cette volonté de subvention de l'État pour s'installer, pour qu'une entreprise s'installe sur un territoire? Alors, on est sur des TPE-PME, donc c'est vrai qu'un accompagnement, c'est toujours le bienvenu, on va dire ça comme ça. Ce qui est certain, c'est que si on reprend après les taxes, et notamment l'une d'entre elles, qui est la cotisation foncière des entreprises, elle représente un poids. Et en tout cas, c'est un vrai ressenti. Dans une enquête que la CPME a menée, on en a 70% qui nous disent que d'une année sur l'autre, elles ont des augmentations de plus de 10% et que 90% nous disent qu'elles ont peur pour la suite. Donc le sujet d'une aide, entre guillemets, au travers par exemple d'un abattement de cotisation foncière des entreprises, c'est quelque chose qui peut être mis sur la table si on doit faire une préconisation par rapport à l'investissement. Alors, je vous rejoins parce que c'est assez difficile à mettre en place, oui. Parce qu'en fait, on viendrait, si on avait un abattement, on viendrait viser une entreprise déterminée, de sorte qu'on aura un déséquilibre entre les autres entreprises du secteur et cette entreprise-là. Donc, en termes d'équité fiscale, c'est un peu difficile. Nous, on a eu le cas d'une entreprise qui s'est installée à Stein, en région parisienne, et qui m'a dit « Oh là là, il faut absolument qu'on aille voir le maire ». Alors, malheureusement, le maire, il ne peut plus grand-chose, parce que déjà, ce sont les agglos qui ont pris la main sur les taux, qui gardent la main sur les taux, mais ils ne gardent la main que sur les taux. Les bases, aujourd'hui, elles sont déterminées par l'administration fiscale, d'après des déclarations du propriétaire. Et malheureusement, mettre en place des exonérations ou des abattements, en fait, si on le fait soit pour un quartier déterminé, soit pour une activité ou une typologie d'activité. Mais on ne peut plus aujourd'hui, et d'ailleurs, je pense qu'on n'a jamais pu cibler une entreprise. Donc là, il faudrait refondre complètement la base même des impôts locaux. Non, mais il y a des volontés dans les budgets, les différents budgets, et même dans le budget qui est en cours, de vouloir proposer telle ou telle exonération en fonction des zones de revitalisation urbaine ou pas. Après, la question, généralement, ce sont des choses à la main, voilà, du territoire. Et est-ce que le territoire en a la capacité par rapport au budget qu'ils ont eux-mêmes et à la rétribution maintenant qui est donnée en fonction des dotations? C'est encore autre chose. Donc, en fait, le local a besoin de cette attractivité, mais elle est quand même limitée à la fois par des dispositifs qui sont proposés, mais aussi par les recettes qui sont comme elles sont chaque année. Christine? Oui, moi je trouve que c'est un petit peu mortifère, c'est-à-dire que il
il ne faut pas ajouter de la complexité à la complexité. On ne va pas compenser, on va pas donner des subventions d'investissement parce qu'on n'est pas capable de diminuer les impôts locaux. Donc, il vaut mieux diminuer les impôts locaux et pas faire de subventions d'investissement qui sont de toute façon parfois aléatoires, etc. Donc, je trouve qu'on est quand même dans un pays où on a trop de normes et c'est extrêmement complexe. Autant simplifier, c'est pas la peine de... Voilà. Et je voulais aussi rebondir sur la compétitivité et sur ce qu'a dit le président du groupe Michelin, que j'ai effectivement écouté également, et je trouve qu'il a donné une image qui m'a marqué. Il a dit, voilà, en France, il a comparé avec une équipe de football. On est une équipe de football, on joue à 11 joueurs à l'étranger, et on joue avec le pied. Nos compétiteurs étrangers sont 22 et ont le droit de jouer avec les mains. Voilà, donc on n'est pas du tout, nous, au niveau du groupe Clariane, c'est évident que les impôts de production pèse énormément sur la France, parce qu'on a une double peine. On a effectivement les impôts locaux qui touchent les murs, donc les établissements, et s'ajoute à ça qu'il y a un impôt aussi typiquement français qui n'est pas de la fiscalité locale, mais je fais juste une petite parenthèse. On a un impôt spécifique qui touche les salariés. Je ne parle même pas des charges salariales. On a la taxe sur les salaires parce qu'on est sur une activité exonérée. Donc nous, en termes de double peine au niveau des impôts de production, c'est colossal. Colossal, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros en plus que nos concurrents allemands ou nos collègues allemands. Oui, alors je n'ai pas repris, on aurait pu faire l'exercice, mais souvent quand moi je discute avec nos clients, ils me disent, nous, le poids des impôts locaux cumulés, donc taxe foncière, CFE, CVAE, taxe sur les bureaux en Ile-de-France, taxe sur la création... Alors, pardon, plus en Ile-de-France, en PACA. Donc, moi, je suis restée sur la TABIF, TSB. Taxe pour création de bureaux en Ile-de-France. Ensuite, on a les taxes d'aménagement. Enfin, tout cumulé, on arrive à un niveau d'impôts locaux supérieur à l'impôt sur les sociétés. Et versement transport. C'est vrai que le versement transport arrive sur la table. Donc, aujourd'hui, et pourtant, on y accorde moins de temps. J'ai l'impression, alors ça c'est venu de ma fenêtre, non, mais pas vous. Non, je ne sais pas si on y accorde moins de temps, mais on est tout à fait d'accord. Hein. Il faut supprimer ces superpositions de taxes locales en tout genre. Vous l'avez dit, hein, Marie-Cécile, taxe locale d'équipement, taxe sur la publicité extérieure, TASCOM, taxe sur les ordures ménagères, CFE, taxe foncière, taxe d'urbanisme, voilà, taxe d'urbanisme, taxe versement transport. Enfin, je pense qu'il faut vraiment... en fait, on n'a même plus de visibilité sur le nombre de taxes que le contribuable paye, et il faut simplifier les choses, peut-être consolider l'intégralité de ces taxes en une seule taxe, plus facile, plus lisible, pour, encore une fois, redonner de la visibilité aussi aux contribuables sur la charge d'impôt en fait, qu'ils payent. Et les entreprises, elles ne le voient pas forcément de manière globale. Alors, elles vont parler du versement mobilité, elles vont nous parler de la CFE, elles vont nous parler... Et la difficulté, c'est qu'en effet, il y en a beaucoup. Du coup, c'est plus difficile de les globaliser dans l'esprit du chef d'entreprise. Et également, ce ne sont pas les mêmes bases. Donc forcément, pour elle, voilà, c'est complexe en fait. Mais même si on reprend, on a évoqué, vous avez évoqué, Marie-Cécile, au tout début, l'ex-TP, anti-économique. Par quoi on l'a remplacé ? Par une CET qui a été divisée en deux, une SCFE qui est basée sur du foncier, qui a été révisée par la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Donc, en effet, je rejoins. C'est-à-dire qu'il y a une multitude et une complexité qui rend l'exercice difficile pour tout chef d'entreprise de se projeter et de même comprendre ce qu'il paye. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, j'ai intégré mon premier cabinet qui était également spécialisé sur les impôts locaux en 2007. Et puis, j'ai eu ma fille le 2 février 2009, c'est bientôt son anniversaire. Et le 4 février, donc j'étais encore à la clinique, je regarde la télé et je vois exactement le reportage que l'on a vu tout à l'heure. Je vais supprimer la taxe professionnelle. Et là, je me suis décomposée, je me suis dit, j'ai plus de travail.
Donc on a attendu, et puis en fait, on ne l'a pas supprimé, on l'a remodelé. Alors oui, on a supprimé ce nom taxe professionnelle, mais finalement, on a gardé la base foncière calculée exactement de la même manière. Et puis, on a transformé notre plafonnement VA, qui est resté plafonnement VA, en CVAE. Bon, finalement, je suis toujours là. Mais il est vrai que, oui, finalement, les choses ne changent pas vraiment. Alors, tant mieux, tant mieux pour nous, avocats, mais on aurait besoin d'un petit coup de dépoussiérage. J'aimerais reprendre les propos de Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'Action et des Comptes publics. C'était en mars 2019. Il nous disait « L'administration fiscale a un rôle essentiel à jouer pour faciliter la vie économique et contribuer à la compétitivité de notre économie. Dans un environnement juridique complexe et changeant, elle est la seule capable d'apporter de la prévisibilité aux entreprises sur la manière dont les textes en vigueur s'appliquent à leur situation. » D'après ce qu'on vient de dire, j'ai l'impression que c'est un peu à côté de la plaque, non? Oui, mais c'est quand même une véritable volonté politique de renouer ce dialogue. En tout cas, la force politique emmène normalement le reste. Donc cette phrase, quand même, elle est très importante, puisque oui, elle marque une stratégie politique de prendre conscience qu'il y a un défaut et d'essayer de le régler, de mettre ça sur la table. Donc la relation de confiance qu'on a suivie et les dispositifs qui ont été mis en œuvre par le biais de cette relation de confiance, c'est pas forcément suffisant. Je pense que Aïcha va en parler juste derrière. Absolument. Mais c'est quand même, voilà, c'est un changement de paradigme qui doit être quand même salué. Dans le cadre des contrôles que vous subissez, en fait, vous êtes constamment en contrôle sur le groupe, à peu près. Est-ce que vous avez senti cette relation de confiance se mettre en place ? Oui, je pense que la relation de confiance, elle est bien là. Elle est d'ailleurs saine. Nous, on est complètement inscrits dans le dialogue et le partenariat avec l'administration. Et je pense qu'effectivement, comme le disait Jennifer, le dialogue avec l'administration fiscale, il est bienvenu, il est nécessaire et il est sain. Donc renouer le dialogue, mettre en place des dispositifs qui permettent de dialoguer avec l'administration fiscale, de partager les enjeux, de comprendre les éléments, de remonter aussi du feedback sur le vécu des entreprises en matière d'impôts locaux. Je pense que c'est complètement et utile et bienvenu et apprécié. Je peux juste intervenir pour dire une chose. Nos dirigeants, avant le Covid, quand même, ils avaient quand même assez peur de l'administration fiscale. Pendant la période Covid, il y a eu vraiment un vrai service qui a été proposé en direction, en tout cas, des typologies d'entreprises que je représente. Et il y a eu quand même un changement philosophique dans la manière et le rapprochement qu'ils avaient avec l'administration, qui n'était pas vu simplement en qualité de contrôle, mais comme vraiment accompagnateur de leurs besoins. Et juste pour dire que ce point-là, je vois qu'il diminue un petit peu. Donc il faut quand même capitaliser sur ce moment un peu dramatique où il y a eu ce service qui a été donné et rebooster les choses pour que justement on continue dans la voie du dialogue. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jennifer. En effet, y compris les grandes entreprises. D'ailleurs, on avait des contacts plus réguliers avec les administrations fiscales locales, que ce soit Centre des impôts fonciers ou SIE. Et force est de constater en effet que l'échange avec l'administration fiscale, du fait probablement de la réduction des interlocuteurs disponibles et des ressources dans ces services, est devenu beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'il faut effectivement peut-être remettre des ressources et en tous les cas que l'administration fiscale locale, je ne parle pas des inspecteurs, mais les administrations locales, Centre des impôts fonciers, SIE,
renoue en fait le dialogue avec les entreprises locales, ne serait-ce que pour qu'on puisse avoir un dialogue sur la compréhension de nos bases. La compréhension de nos bases, l'anticipation de nos bases. Et d'ailleurs, le dialogue, on l'a vu, hein, aujourd'hui, il est malheureusement moins présent, mais lorsqu'il était d'actualité, souvent, il y a un vrai échange d'informations dans les deux sens. Même les centres des impôts fonciers étaient contents de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été retenues de leur côté, alors même que nous l'avions de notre côté. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt du contribuable, mais c'est aussi dans l'intérêt de l'administration fiscale. Christine, voulez-vous avoir le mot de la fin? Oula. Non, la relation de confiance avec les vérificateurs, elle ne se pose pas, elle est évidente en cas de contrôle fiscal, mais ça c'est que ce soit en impôts locaux ou sur tous les impôts. Donc nous, ce n'est pas tant un sujet avec les vérificateurs puisqu'ils examinent très peu nos bases imposables au niveau des impôts locaux. Le mot de la fin, je suis complètement d'accord. Donc, pour les impôts locaux, il faut se rapprocher des centres des impôts locaux, des SIE, etc. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a plus beaucoup d'interlocuteurs. Il faut faire ça sur la messagerie sécurisée, etc. Donc, on n'a plus d'interlocuteurs quand on téléphone, qu'on essaye de régler un sujet. Et alors là, je vais jeter un pavé dans la mare. Nous, on a d'autant plus besoin de le faire qu'avec la nouvelle déclaration, la GMBI, gérer mes biens immobiliers, on se reçoit tout un tas, alors c'est nouveau, tous les jours je reçois en ce moment des taxes d'habitation, donc alors même que nous sommes à la CFE, et là encore j'en reviens à mes premiers propos, parce que je ne sais pas ce qu'a déclaré le propriétaire. Donc il a déclaré Clariane, qui n'a aucun établissement, qui a un siège, etc. Donc je reçois des taxes d'habitation de Clariane à où vous voulez dans toute la France. Donc de toute façon, ce n'est pas le bon redevable. Et de toute façon, nous ne sommes pas redevables. Mais voilà. Et alors sinon, je reçois aussi au nom de l'exploitant, alors que la taxe d'habitation sur une maison de retraite, elle est évidemment, c'est le résident qui est le résident principal, enfin la chambre est la résidence principale du résident. Donc là, voilà, j'ai tout un tas de préoccupations nouvelles avec peu d'interlocuteurs. Oui. Pour des enjeux au début, je me dis, bon, c'est pas l'urgence, ça peut aller de 200 €, 4 000 €, 5 000 €, 10 000 €, là je commence à tiquer un petit peu. Et puis, chez Clariane, c'est toujours la même chose, c'est qu'individuellement, les montants ne sont pas forcément énormes, mais quand on les cumule, puisqu'on a énormément d'établissements, ça devient important. Et en plus, je ne veux pas laisser s'installer une situation qui juridiquement n'est pas correcte. Donc, il faut la traiter, et j'ai très peu d'interlocuteurs. Sachant que je me permets de rebondir, mais encore une fois, ne pas comprendre, en fait, recevoir déjà en termes de gestion administrative, c'est effectivement compliqué, donc je comprends tout à fait le propos. Des avis d'imposition de taxes d'habitation ni on a anticipé, ni même sont peut-être pas justifiés. Je pense qu'à l'ère du digital, et comme on l'a dit, dans un contexte de relation de confiance, la solution peut être traitée en fait en donnant tout simplement accès aux contribuables aux détails de ces bases d'imposition et à ces modalités de calcul, et permettre en fait via des outils à des groupes comme Clariane ou à d'autres groupes de signaler de façon directe ou automatique que on reçoit des avis d'imposition qui sont peut-être pas justifiés, ou en tout cas de comprendre ce qu'on reçoit dans notre avis d'imposition et la manière dont ça a été déterminé. Donc je pense que le côté positif, c'est que les solutions existent et en tout cas elles sont possibles. Donc le travail avec l'administration peut se poursuivre et continuer de façon constructive. Alors, peu et doigt. C'est vrai que, bon, alors on ne va pas reparler de GMBI parce qu'il y a un rapport qui est sorti et bon, les attendus n'ont pas été là. C'est dommage parce qu'en fait, c'était quand même un très bel outil qui aurait permis de simplifier les démarches des contribuables. Mais on le voit clairement, pour un groupe comme Clariane, en fait, c'est pas possible. Vous n'êtes pas, en fait, vous êtes quasiment sous-locataire. Je m'explique. En fait, vous êtes locataire de votre propriétaire, donc généralement une foncière, qui a pour seul interlocuteur le groupe Clariane. Vous, Clariane, vous louez, mais après, vous donnez à disposition les chambres, donc je ne sais pas, une centaine de chambres par établissement, on va dire en moyenne. Donc c'est là où il y a un sous-locataire.
ou un sous-occupant. Et en fait, c'est bien ce sous-occupant qui, dans la déclaration GMBI, aurait dû être déclaré. Sauf qu'en fait, votre propriétaire foncière n'a pas connaissance. Et surtout, ça change. Donc, ça change, il faut avoir quand même à l'esprit, ça voudrait dire que chaque année, on doit déclarer, enfin, on doit donner au propriétaire le nom de 100 résidents, dans, à peu près. Et en fait, donc c'est le nom, la date d'entrée dans l'EHPAD. Et puis, je crois qu'il y a d'autres informations sur lui. Je crois sa date de naissance, enfin, etc. Donc, en fait, en plus, c'est un fichier aussi alors que moi, à la fiscalité, je n'ai pas, que j'ai toutes les peines du monde. Et c'est compliqué de donner ça. Et en plus, ça veut dire qu'on les donne à un tiers, à un propriétaire. Enfin, je trouve que c'est pas... voilà, non, c'est pas satisfaisant du tout. Et nous, on a là, enfin vraiment la déclaration GMBI, donc on avait demandé l'aide de la DLF. Pour l'instant, c'est statu quo. J'ai le sentiment qu'on n'arrive pas à nous aider, mais donc on a pris le parti. Enfin, on ne sait pas déclarer on ne sait pas aider nos propriétaires, et du coup, n'importe quoi a été fait. Alors pour le mot de la fin, je dirais qu'effectivement, pour reprendre vos propos, oui, il faut saluer quand même les modifications législatives qui ont été faites et qui ont redonné un peu de souffle aux établissements industriels qui sont, pour les gouvernements successifs, un peu un poumon aussi et une vitrine de la France par rapport à son savoir-faire. Ce Made in France qui est mis en avant depuis le Covid, je pense, à peu près, ou peut-être un petit peu avant. Donc oui, c'est certain. Mais effectivement, on voit aussi quelques petites taxes fleurir au fur et à mesure, une augmentation des taux, donc ça vient un peu pallier à ce gain de compétitivité. Mais finalement, c'est en interne qu'on devrait gagner en compétitivité et en productivité par rapport aux déclarations des bases et à la compréhension des bases. Absolument. Axel, est-ce que tu as eu des... Pas de questions. Bien, alors je vous laisse la main pour rebondir. J'ai vu plein d'expressions sur vos visages, des sourires, des yeux en l'air. Donc ça veut dire que vous avez des choses à dire. Alors n'hésitez pas, on est entre nous. Le plus dur, c'est d'être là. Je suis déçue. Excusez-moi, on peut prendre le micro pour les... Oui, on prend le micro. Allez, on recommence. Parce qu'en fait, il y a des gens en ligne et ils ne vous ont pas entendu, Madame Fleury. Bonjour, je suis la directrice fiscale du groupe Carrefour et avec Céline Capelli dans mon équipe qui interviendra sur la prochaine table ronde, on a travaillé avec le Conseil national du commerce justement sur l'identification de toutes les taxes qui s'appliquent à la grande distribution. Oui. On en a dénombré plus de 114 pour Carrefour, sachant qu'on en paye 81, indépendamment enfin, incluant les taxes foncières. Je suis absolument persuadée que ce n'est pas un hasard si les taxes se multiplient et qu'elles sont toujours prises isolément, qu'on n'en a jamais la vision d'ensemble. D'abord, c'est trop de travail. Même nos interlocuteurs du CNC n'avaient jamais fait ce travail-là. Et en fait, l'approche des différents interlocuteurs, c'est de traiter un problème par le petit bout de la lorgnette. Donc, ils rajoutent une solution à un petit problème. Et effectivement, prise isolément, chaque taxe ne pèse pas beaucoup. Moi, j'utilise toujours l'image du pont des Arts. Vous mettez un cadenas, ça gêne personne. Vous en mettez 10, ça gêne toujours personne. Et à un moment, le pont des Arts, il tombe. Et ce que vous disiez tout à l'heure, je crois, c'est vous, Aïcha, c'était qu'en fait, ou peut-être vous, Jennifer, je ne me souviens plus, à chaque fois que vous avez une nouvelle taxe et que vous avez une base différente, c'est de la complexité additionnelle pour un entrepreneur de savoir quelle est la règle du jeu, comment le déclarer, est-ce que c'est dans ces systèmes, est-ce qu'il peut se défendre quand il a un contrôle sur la taxe en question, puis est-ce que ça vaut la peine ? Parce que vous ne faites pas un contentieux pour une toute petite taxe. Donc, ça vous permet de multiplier des champs de collecte de l'impôt avec un peu de contentieux également. Et je trouve absolument tragique le manque de clarté sur les bases imposables.
si vous ne pouvez pas contrôler sur quoi votre impôt est appliqué, c'est de plus en plus grave. Voilà, bon, ça n'apporte pas grand-chose au schmilblick, mais voilà, vous vouliez une réaction. Mais, excusez-moi, le vrai sujet, en fait, c'est la baisse globale des impôts de production. Que ce soit saucissonné en 114 taxes, bon, ça rajoute de la complexité, c'est sûr, mais le vrai sujet, c'est ça. Et si vous enlevez cette masse aux collectivités locales, elles font comment pour faire face à leurs besoins? Elles font comment? Je vais répondre par une question à une question. Comment font les autres pays? Ils font comment? Je ne sais pas, ils se débrouillent. Déjà, ils ont une organisation différente. Ils n'ont pas 36 000 communes. Très souvent, moi, donc je suis Jean-Michel Ferragati, je suis le responsable fiscal, enfin le directeur de la fiscalité et des douanes du groupe Rémy Cointreau, mais auparavant, j'étais responsable, pareil, fiscal, douane, France, Benelux, Afrique boréale, chez Siemens, le groupe allemand. Donc c'est une fiscalité que je connais bien par ailleurs, parce que j'avais déjà travaillé dessus. En Allemagne, c'est les Länder. Et les Länder, en fait, ils touchent l'impôt. Ils ne touchent pas une taxe professionnelle ou quelque chose comme ça. Ils ont ce qu'on appelle Gewerbesteuer. Ils ont une base. Et la base, elle est quasiment identique à la base d'impôt sur les sociétés. Donc c'est un problème de répartition. Et après, d'ailleurs, ils jouent sur les taux. Parce qu'on dit toujours en Allemagne, bon, y a X et X, mais le deuxième X, la Gewerbesteuer, en fait, elle est différente. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça peut aller de 10,2 à 14,4, je crois. Et du coup, elles ont de l'attractivité. Donc, la question, en fait, c'est l'organisation française, avant tout. Et c'est pareil aux États-Unis, et c'est pareil en Italie. Vous avez l'IRAP, l'IRPEG, exactement. Donc, la question, c'est vraiment l'organisation territoriale française. Il y a eu une décentralisation, mais qui en réalité n'a pas été suffisante. Et puis après, moi j'ai été aussi directeur fiscal de Veolia Transport, donc j'avais aussi donc des interlocuteurs locaux. Vous avez une vraie différence entre, je ne vais pas dire de qualité, mais d'investissement. Voilà. Moi, à une époque, on avait le réseau urbain de Bordeaux. J'allais tous les ans, j'étais convoqué tous les ans à la CUB, la communauté urbaine de Bordeaux, et les personnes avaient des capacités de projection de leur propre base qui étaient très intéressantes pour nous aussi. Et une fois, on m'a demandé de ne pas demander un abattement parce que c'était Blanquefort, je crois, l'usine Ford qui fermait. Et si je demandais l'abattement pour extension, en fait, ça, voilà, donc on s'était arrangé, c'était un peu consanguin, mais alors que d'autres collectivités ne faisaient pas du tout ça et venaient nous voir à la fin en disant « Ah, mais on a perdu voilà. ». Donc, à mon sens, le vrai point, il est là. Et je salue d'ailleurs, au passage, la professionnalisation des équipes, à l'époque où j'étais chez Veolia, des collectivités locales. Il y a vraiment des collectivités locales qui se sont investies. Et c'est aussi intéressant dans ce cas-là parce que cette complexité, elles le vivent aussi. Voilà, c'est juste. Oui, Thierry Lambert, professeur à Aix-en-Provence. Je partage complètement votre point de vue. Le problème, c'est un problème d'organisation, c'est un problème juridique. Dans beaucoup de pays, quand même, il y a une affectation de l'impôt sur le revenu que nous n'avons pas. Et donc, il faut absolument en tenir compte. Alors, nous, on a trouvé une mauvaise solution. La réaffectation de la TVA, de mon point de vue, c'est la pire des situations. Pourquoi? Parce que la TVA, ça devient un impôt à tout faire, c'est-à-dire à faire n'importe quoi. Tout ce que vous réaffectez sur les collectivités locales, c'est ce que vous ne trouvez pas dans le budget général. Et donc, à un moment donné, ça va poser un sérieux problème. Et j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas de loi de finances et qu'on n'avait pas de budget. Et donc, on a un vrai problème. Le prélèvement sur recettes, c'est la pire des situations. On est en train de siphonner les finances de l'État au profit des collectivités locales. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment la pire des situations. Moi, de mon point de vue, alors je l'ai écrit il y a très longtemps dans un colloque à Lyon, je pense qu'on ne peut pas réformer la fiscalité locale sans réformer l'ensemble des finances locales. Et dans l'ensemble des finances locales, il y a toute la question des dotations. Et je pense que traiter simplement de la fiscalité locale sous un angle technique, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je pense qu'il faut envisager une mise à plat
des finances locales, dans lequel il y a tout le système des dotations, la DGF, DGE, etc., etc. Et à l'intérieur de cela se pose le problème de la fiscalité locale. Le deuxième aspect, c'est le problème constitutionnel, c'est-à-dire est-ce qu'on a un pouvoir fiscal dans les collectivités? Non, on n'a pas de pouvoir fiscal dans les collectivités. La loi du 10 janvier 1980 permet de voter des taux, mais comme vous l'avez dit, vous n'avez pas la main sur les bases, vous n'avez pas la main sur les assiettes. Donc le problème, il reste entier. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'on donne un pouvoir fiscal au sens juridique du terme, au sens constitutionnel du terme? Est-ce qu'on donne un pouvoir fiscal aux collectivités locales ou pas? En disant, de toute façon, les élus, ils iront s'expliquer devant leurs électeurs, puis si ça ne convient pas, ils seront congédiés. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Ou est-ce qu'on est toujours dans l'hypothèse où on n'a pas de pouvoir fiscal dans les collectivités locales? La loi de 1980, ce n'est pas un pouvoir fiscal. C'est, je vous donne on est passé d'un impôt de répartition à un impôt de quotité, en quelque sorte. Et donc, je vous donne le pouvoir de voter les taux. Mais en plus, je vous mets tellement de réserves, tellement de conditions, que quand vous regardez bien, il faut quand même s'inscrire dans un cadre juridique extrêmement précis. La question, c'est est-ce qu'on est d'accord pour dire on va au-delà? Est-ce que je fais confiance à mon conseil municipal pour avoir un peu plus de pouvoir au sens juridique du terme, au sens constitutionnel du terme? Est-ce qu'on est capable de dire ça ou pas? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on est capable de dire, OK, le système, il est usé jusqu'à la corde. Je suis d'accord avec vous, hein, la suppression de la taxe professionnelle. Enfin, j'ai dirigé, moi, la thèse de Mirko Hayat sur la suppression de la taxe professionnelle, dans laquelle il montre très très bien que les principes généraux qui ont initié la taxe professionnelle, ils n'étaient pas idiots, hein. Loin s'en faut. Qu'est-ce qui a fait que, au fil du temps, on a des bonnes raisons, des mauvaises raisons, des lobbies, etc. On a modifié. Et évidemment, 10 ans après, on ne reconnaît plus le bébé, quoi. Et donc on a un vrai problème. Mais il y a un problème de fond quand même. On a complètement un problème de fond. Mais je partage ce qui a été dit. Il ne faut pas oublier l'organisation politique, institutionnelle qui me semble fondamentale. Donc comment on fait ailleurs? On fait ailleurs en fonction de ces transformations juridiques. Juste un mot, une autre chose que mes amis allemands à chaque fois s'arrachaient les cheveux, notamment sur, c'est pas de la fiscalité locale, mais les règles de sous-capitalisation. En France, on ne change pas, on modifie, on adapte, on additionne. En Allemagne, vous avez une règle constitutionnelle qui dit qu'une loi, elle est supprimée et refaite. C'est-à-dire que vous n'avez pas des amendements. Si vous avez déjà lu une loi de finances, vous voyez comment c'est horrible, quoi. Il est remplacé le mot machin dans l'alinéa 4 de l'article 25 du troisième alinéa de machin. Les Allemands, quand je leur expliquais ça, mais ils se tiraient une balle. Ils disaient, nous, on fait une croix et on met l'article en entier. Et du coup, moi, quand j'étais chez Veolia, c'est, je crois, toujours le cas, le directeur fiscal de l'eau avait quelqu'un qui s'occupait uniquement de la comptabilisation des impôts locaux sur ce qu'on appelait les coefficients de raccordement des réseaux d'eau à la patente. Hein, c'était une des 4 sœurs. On appelait ça les 4 sœurs à l'époque. La taxe sur les portes et fenêtres, la taxe sur la foncière, la taxe de patente, et puis il y en a une 4e, je ne sais plus laquelle c'était. Et voilà, parce que quand ils ont fait la taxe professionnelle, ils se sont rendus compte que le réseau d'eau, ça allait augmenter la facture du consommateur tellement fortement qu'ils ont fait un truc en sifflet, et donc ça faisait 10 ans qu'ils suivaient le coefficient de raccordement de la taxe professionnelle des réseaux d'eau à la patente, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter, réfléchir, prendre des conclusions, c'est bien ou c'est pas bien, et si c'est pas bien, on supprime, et on fait autre chose. Mais on ne fait pas, je vais changer le truc, le machin, le fine-tuning, c'est plus suffisant, je pense. Est-ce que vous voulez réagir ? Très rapidement, bonjour à tous. Je suis Abderrahmane Abied, je suis actuellement membre de l'inspection générale de l'administration et j'étais précédemment chef du bureau de la fiscalité locale des entreprises à la DLF. On s'est vu plusieurs fois. Vous disiez bien. Absolument. Donc, vous pouvez confirmer que l'administration fiscale reçoit l'ensemble des professionnels.
Sans problème. Je souhaitais revenir un petit peu sur la critique qui a été faite sur la législation et sa construction. Alors, c'est très caricatural de pointer les techniques légistiques parce qu'il y a quand même une version consolidée que vous pourrez retrouver et qui est parfaitement lisible par tout le monde. Donc, ça, je tenais à le rappeler. Ensuite, Madame, vous évoquiez tout à l'heure GMBI. Alors, ça va peut-être illustrer un petit peu la maison d'Astérix, l'administration. Ce n'est pas la DLF qui est maître d'œuvre de GMBI, c'est le service de la gestion fiscale, de la DGFiP. Donc, si vous avez saisi la DLF, c'est très difficile. Oui, sur une exonération liée, enfin, pour essayer de s'exonérer de cette déclaration, voilà. Et peut-être pour revenir sur ce qu'a dit le professeur Lambert, et maintenant que je suis au ministère de l'Intérieur, je le comprends encore un peu plus. La fiscalité locale, c'est certes l'administration fiscale, c'est Bercy, mais c'est également le ministère de l'Intérieur avec la Direction générale des collectivités locales. Et nombre d'impositions et de petites taxes que vous listiez tout à l'heure ne sont pas dans le CGI, mais sont dans le Code général des collectivités locales. Il y en avait également dans le Code de l'urbanisme, avant qu'on procède au transfert de la liquidation. Donc, Bercy n'est pas le diable, n'est pas le seul diable, mais il y en a d'autres. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Si vous vous sentez menacé, on a un garde du corps. Non, ça va. Bien, merci beaucoup pour tous ces échanges. En fait, on pourrait faire une matinée par table ronde, mais on est obligé de s'arrêter là. Merci, mesdames, pour votre expertise. Je vous propose qu'on accueille notre deuxième table ronde. Et c'est encore une table féminine. Ah non, pas féminine. Féminine. Oui, Monsieur Lambert, c'est à vous. En fait, féminine, mais non, mais parce que, oui, non, je suis désolée. Je vous prie de m'excuser, professeur. Vous êtes le mieux entouré. Alors on a essayé sur cette table ronde d'avoir tous les aspects représentatifs, mais j'ai un petit problème de partage. Ah voilà, ça y est. Donc on accueille Maître Ramex, qui est avocat au Conseil d'État. Bonjour. Enchanté, bonjour. Professeur Lambert, qui a déjà pris la parole, qui est professeur en droit fiscal à l'université Aix-Marseille. Ça fait quelques années déjà. Ouais. Je vous laisse prendre votre micro. Et parlez bien dans le micro parce qu'en fait, les personnes qui nous regardent n'ont pas de retour son si on ne parle pas dans le micro. Et c'est un peu dommage. Et Céline Capelli, bonjour, merci de votre présence. Vous êtes directrice de la fiscalité locale du groupe Carrefour. Et là aussi, ça fait quelques années que vous travaillez sur la fiscalité locale. Oui, effectivement, ça fait pas mal d'années que je travaille sur la fiscalité locale et plus spécifiquement dans le cadre de la grande distribution et du commerce. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Sur la base de votre expérience, Céline, quels enseignements clés vous pourriez tirer de l'évolution des contentieux en matière de fiscalité locale? Alors, comme on l'a dit dans la précédente table ronde, c'est vrai que pour les entreprises, il y a un consentement à l'impôt qui est nécessaire. Et en matière de fiscalité locale, l'entreprise veut payer le juste impôt. Et donc, dans le cadre de mes responsabilités, on traque en fait les erreurs qui peuvent figurer sur les avis d'imposition. Et donc, on mène des actions contentieuses régulières.
Donc, pour information, le groupe Carrefour mène à peu près 400 contentieux par an en matière de fiscalité locale, donc ce qui est assez conséquent. Et en fait, on voit une évolution qui est intervenue, alors notamment suite à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, où on a eu, l'année qui a suivi cette mise en place, une augmentation de plus de 200% de nos contentieux. Donc on voit que la réforme des valeurs locatives a créé une vraie insécurité juridique, de véritables anomalies, et donc des contentieux complémentaires. Alors après, donc là, c'est une évolution en termes de nombre qui est liée à cette réforme, mais par contre, on a aussi une évolution en termes de nature de contentieux. Alors bien sûr, il y a toujours des contentieux sur les bases, sur les surfaces, les catégories des éléments de fait, voilà. Mais après, on a vu une évolution sur les modalités contentieuses, parce qu'on a vu aussi une évolution législative qui a limité le contentieux individuel. Et donc, on s'est retrouvé à mener des contentieux de recours par excès de pouvoir, par exemple, sur les procès-verbaux des CDVLLP, au niveau des déterminations des coefficients de localisation, puisqu'on ne peut plus les contester individuellement. Oui. Et on a vu effectivement des contentieux de droit plus constitutionnel avec les QPC. Donc il y a eu une évolution sur la nature du contentieux. Un peu plus technique. Un peu plus technique, donc qui nécessite de se faire accompagner des avocats. Merci pour la pub. C'était pas voulu. Hein. Vous disiez 400 contentieux sur oui. Combien d'établissements ? Alors, on a à peu près 1500, on reçoit 1500 taxes foncières, par exemple, et on a à peu près 1200 CFE. Donc, ça fait sur à peu près, on va dire, 3000 avis d'imposition annuels. Tu peux mettre. Ah, c'est bon. Oui, donc ça fait 25% à peu près, un quart. Oui, un peu moins. Oui, un peu moins. J'avais une autre question, mais je l'ai perdue. Ça va revenir. Si. Je voulais revenir sur les contentieux. Vous disiez en 2017-2018, vous aviez une augmentation des contentieux environ plus de 100. Vous vous rappelez, les principes de la réforme des valeurs locatives, c'était effectivement actualiser les tarifs pour qu'ils soient en adéquation avec le marché locatif. Le marché locatif, c'est des déclarations qui ont été faites en 2013 et mises en service, entre guillemets, en 2017. Donc déjà, il y a eu un petit laps de temps qui s'est écoulé. Et le deuxième objectif, c'était la simplification. Alors, la simplification des bases, elle passe par un dispositif de lissage, ça on comprend, sur 10 ans, on divise par 10, et un dispositif de planchonnement. Nouveau mot, nouveau vocabulaire que j'ai enfin compris, qui vient du mot plancher et plafonnement, et donc on a fait un planchonnement. Mais voilà, et c'est vrai que pendant... oui, c'est beau, c'est beau. Et c'est vrai que pendant 10 ans, donc on va travailler donc jusqu'en 2026 avec ce lissage, ce planchonnement qui tient compte de la valeur locative 70, qui tient compte des valeurs locatives révisées. Donc en 2026, on espère être tranquille, sauf qu'en fait, un contentieux, ça dure à peu près 10 ans, quand tout va mal, 1 an, 2 ans quand tout va bien. Donc ça veut dire que jusqu'en 2036... on va cohabiter avec notre valeur locative 70 et valeur locative révisée. Bon, mais ça, c'est de la simplification. Voilà. Maître Ramex, vous, de votre côté, on évoquait des nouvelles façons de voir les contentieux avec les recours pour excès de pouvoir, avec des normes un peu plus élevées dans la hiérarchie des normes, j'entends. Est-ce que c'est ce que vous constatez vous aussi au quotidien ? Oui, alors d'une façon générale, dans les contentieux fiscaux, on a eu de plus en plus de technicité et l'utilisation, effectivement,
ne plus avoir seulement un contentieux un peu factuel de base d'assiette, mais une réflexion avec l'emploi de normes supérieures pour essayer d'attaquer finalement la norme fiscale à sa base. D'une manière générale, il y a eu beaucoup de QPC en matière fiscale, et y compris en matière locale, même si c'est moins marqué. On a globalement un peu moins de contentieux sur les impôts locaux parce que, comme vous le disiez, pour avoir du contentieux qui monte jusqu'au Conseil d'État, il faut avoir un enjeu financier suffisant. Donc il faut avoir... on peut le faire évidemment avec des groupes importants qui ont des enjeux sur de nombreux établissements. Mais sinon, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a un saucissonnement des taxes, il y a certaines taxes que nous, on ne voit jamais parce que les enjeux sont trop faibles. Donc il faut une taxe qui a un certain enjeu et un client qui a suffisamment de taxes pour le faire monter. Et sur ces contentieux-là, on a effectivement une technicité accrue, la potentialité de la QPC, et puis là, même moi, dans des contentieux récents, on a aussi des tentatives d'utilisation des règles du droit de l'Union européenne. On a des contentieux en cours pour essayer de venir dire, par exemple, que quand vous mettez certains éléments dans la CVAE, ça pose potentiellement une problématique. Quand vous mettez par exemple des dividendes pour une banque dans l'assiette de la CVAE, est-ce que finalement ce n'est pas une façon de contourner le régime Murphy ou de créer une imposition supérieure sur le dividende? Il y a des contentieux en cours sur ces points-là. Il y a plusieurs exemples de ce type-là. Donc oui, on essaye de faire ça. Et sinon, sur les évolutions contentieuses, vous l'avez un petit peu abordé. En réalité, on a deux angles. Là, on a soit la contestation par l'exception d'illégalité de la délibération, soit frontalement, effectivement, la contestation par le recours pour excès de pouvoir de la délibération elle-même qui a voté la taxe. C'est ce qu'on a vu sur les contentieux de TOM. On a eu à la fois des contentieux, énormément de contentieux locaux, et puis des contentieux plus frontaux. Et même cette utilisation un peu... il y avait un nouveau texte qui avait été créé pour pouvoir finalement contester une association qui pouvait attaquer. Donc on est en fait à cheval sur le plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir. La possibilité de cette action qui a été menée, la première qui a été menée sur de la TOM, de contester avec la réclamation qui est menée par l'association, qui interrompt la prescription à l'égard de tous les contribuables qui peuvent en bénéficier. Et qui a eu lieu en matière de TOM. Voilà, je ne veux pas monopoliser. Action en reconnaissance de droit, effectivement, ça c'est les nouveaux dispositifs qui nous ont permis. Alors pour faire simple, c'est un peu la class action à la française. Donc c'est une association qui se crée, qui va représenter plusieurs contribuables. Alors UFC Que Choisir l'avait fait aussi, mais la plus connue c'est évidemment la Canol, qui avait œuvré à l'encontre de l'illégalité des taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères à Lyon. Mais il y en a eu d'autres à Nice, Metz, je crois. Enfin, on les avait suivis un petit peu. Et donc, effectivement, la Canol est venue attaquer ces délibérations des collectivités territoriales. Et ça, c'est assez nouveau en termes de contentieux. Il est vrai qu'avant, on attaquait plus les bases. Mais aujourd'hui, comme quoi finalement les collectivités territoriales gardent encore un peu de pouvoir, puisqu'aujourd'hui on vient attaquer les délibérations, alors soit de vote de taux, et là on va parler de consentement à l'impôt, puisque pour la TOM évidemment eh bien, on avait des recettes largement excédentaires dans certaines métropoles ou agglomérations par rapport aux dépenses d'enlèvement des ordures ménagères. Et là, le contribuable ne pouvait plus laisser faire, en fait, parce que, je prends l'exemple de Toulouse, on avait quand même des recettes excédentaires de plus de 50%. Donc là, il faut quand même adhérer et accepter qu'il y a aussi un équilibre à garder pour les collectivités territoriales. Et donc, c'est un peu ce garde-fou. Je me suis perdue, mais c'est pas grave. Peut-être un mot sur ces contentieux pendant que vous les évoquez. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même eu alors des avancées, mais qui
qui n'ont d'effet que pour un temps limité, parce que quand on parle par exemple de l'atome, on a effectivement eu finalement une position favorable du Conseil d'État, hein, qui a accepté, j'ai envie de dire heureusement, pour cette question de consentement à l'impôt, de considérer que si finalement ce que permettait d'obtenir l'atome était manifestement disproportionné par rapport aux besoins, il devait y avoir une censure de la délibération. Mais on voit bien que le problème, c'est que derrière, le législateur, dès qu'il s'aperçoit que l'impact de la décision juridictionnelle, en l'occurrence du Conseil d'État, risque d'être trop importante pour les collectivités locales, on a eu une intervention très rapide. On peut considérer que c'est logique et probablement ça l'est, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter. Et on a un peu plus récemment, là le sujet, on ne sait pas comment ça va sortir dans la nouvelle loi de finances, sur le planchonnement, et savoir s'il doit avoir comme base 2017 ou être figé. On voit bien, on a une décision du Conseil d'État et tout de suite derrière, une réaction du législateur. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter ces contentieux, précisément il faut les tenter, puisqu'on voit bien qu'ils permettent de mettre en lumière des vraies malfaçons, illégalités dans les votes de taux ou dans l'application du texte pour le deuxième exemple. Professeur Lambert, quand on a travaillé un petit peu sur cette table ronde ensemble, vous m'aviez dit en fait, il n'existe pas de véritable législation en matière de fiscalité locale, sauf grande réforme, mais plutôt une législation subie du fait de ces contentieux. Oui, alors, un petit préalable avec quelques chiffres que je suis allé chercher dans le cahier statistique de la DGFiP, où il y a quand même des indications intéressantes. Deux ou trois chiffres. Il y a environ 30 000 demandes gracieuses. Je me suis limité aux taxes foncières. Hein. Il y a environ 30 000 demandes gracieuses en 2023 sur en matière de taxes foncières. En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, on est à 180 000. Hein. Donc 30 000 d'un côté, 180 000 de l'autre, ça nous laisse... voilà. Et le nombre d'affaires gracieuses qui ont été traitées, 32 000, supérieur au nombre d'affaires enregistrées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de s'attaquer au stock, en réalité. Donc, ça nous donne quand même un élément de réflexion sur l'enjeu. On a environ 415 000 réclamations préalables en 2023. Réclamations préalables, pour vous donner un ordre d'idée, en matière d'impôt sur le revenu, c'est 730 000. Donc on voit bien les enjeux qui peuvent se faire. Et en nombre d'affaires traitées, sur la même période, 43 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aussi en train de s'attaquer au stock. Donc ça relativise quand même l'importance du contentieux par rapport à un contentieux plus important qu'on trouve en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ou qu'on trouve en matière d'impôt sur le revenu. Premier élément. En ce qui concerne les droits nets, et puis je m'arrête sur les chiffres, en ce qui concerne les droits nets, 473 millions en 2023, 513 millions en 2022, 572 millions en 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de baisser les droits nets pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, hein, transfert de TVA, prise sur recette, etc. Ça veut dire que la fiscalité locale, elle est en train de disparaître, doucement. Elle est en train de disparaître. Donc soit on fait une vraie réforme, pas seulement une réforme de la fiscalité locale, mais une réforme des finances locales. Et ça veut dire qu'on recrée du lien entre le contribuable et la collectivité locale, ou pas. C'est un choix politique. Hein. Historiquement, quand on a voulu mettre sous la dépendance de l'État l'ensemble des collectivités locales, ça a été très simple. Hein. On leur a interdit de lever l'impôt, on leur a interdit les octrois, on leur a interdit, pour reprendre dans l'histoire, on leur a interdit plein de choses. Mais ça, c'est une discussion de nature politique. Si vous discutez avec des Allemands, ils ne comprennent pas notre système. Ils ne comprennent pas notre système, évidemment. Sauf qu'eux, ils ont des Länder avec des compétences, l'impôt sur le revenu, etc., etc. Donc, je trouve que les éléments statistiques donnés dans le cahier statistique officiel de la DGFiP devraient nous amener à réfléchir, parce que c'est vraiment un élément important dans la réflexion. Et ça dégage bien les tendances qui peuvent être faites. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, quand on regarde un petit peu les lois de finances, j'avais suivi un peu le transfert. Alors moi, j'ai deux fascicules dans le dictionnaire encyclopédique des collectivités locales de chez Dalloz. J'ai un fascicule taxe foncière
et j'ai un bâti et j'ai un fascicule taxe foncière sur les propriétés non bâties. Évidemment, on me demande des actualisations régulières, etc., etc., etc. Le fascicule taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est en gros 120 pages, 140 pages. L'autre, c'est à peu près la moitié. Mais quand je regarde ce qu'on me demande, c'est quoi? C'est de rentrer de la jurisprudence sur des points de détail, pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a quand même une production jurisprudentielle, régulière, etc., etc. La question, c'est, ils sont où les arrêts de principe? Il n'y en a pas, ou quasiment pas. Ou quand il y en a un, on se rue tous dessus pour le commenter, parce que c'est tellement rare qu'il n'y en a quasiment pas. Il y a l'arrivée des QPC, qui a un petit peu modifié les choses, mais il y a un article qui a été fait par l'un de mes collègues qui s'appelle David Itier sur l'aspect constitutionnel, etc., où il montre de façon assez lumineuse que ça n'a pas vraiment bougé et que ça n'a pas vraiment changé la donne, sauf que le contribuable peut le faire. C'est-à-dire que le contribuable peut effectivement, avec l'aide des professionnels, se lancer dans des QPC, avec un espoir, à mon avis, relativement limité. De plus en plus limité. Oui. Voilà. Oui, je crois qu'on se comprend. Donc voilà, donc ça fait partie des choses importantes. Quant à l'introduction de l'aspect européen, communautaire, alors il y a peut-être des choses à gratter quand même sur l'article 1 du premier protocole, sur le droit de propriété, des choses comme ça. Il y a peut-être quelque chose à explorer, mais pour l'instant, sur ce qui sort, à ma connaissance, il ne sort pas grand-chose. Donc on est plutôt sur une phase d'attente, quoi. Donc voilà. Si je peux rebondir, nous, en termes de stratégie procédurale, on a quand même effectivement des questions d'articulation de ces possibilités. Savoir effectivement, est-ce qu'on va utiliser la QPC ou est-ce qu'on va plutôt aller sur le terrain de la CEDH, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, effectivement par le biais du premier protocole. Là, pour le coup, nous, on perçoit quand même un peu une évolution de la jurisprudence du Conseil d'État. Si vous regardez il y a 15 ans et aujourd'hui, ça a quand même changé la perception et la possibilité d'aller sur ce terrain, notamment avec l'articulation avec la QPC, finalement. Ça a donné... voilà, le Conseil d'État, c'est pas qu'il visait en vase clos, mais il était un peu plus tranquille. La QPC l'a obligé, finalement, à transmettre, à se poser des questions et à regarder à nouveau les libertés publiques garanties par la Constitution en parallèle de celle de la CEDH. Et on a eu finalement des contentieux où le choix a été fait, par exemple, de ne pas soulever la QPC et de passer par le terrain de la Convention européenne des droits de l'homme et d'obtenir finalement gain de cause sur ce terrain. Donc on a des choix stratégiques. Alors ce n'était pas sur de la fiscalité locale, c'est sur des pénalités. Le plus gros terrain fiscal sur lequel on a vraiment obtenu des choses, c'est en matière de pénalité fiscale. Sur le fondement du premier article sur l'article 1er du premier protocole, oui. Sur la propriété, etc. Voilà, sur des sanctions, oui, parce qu'en plus on a cette difficulté que à la fois la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil d'État considèrent que l'article 6.1 n'est pas applicable en matière fiscale. C'est ce qui a quand même quelque chose de surréaliste. En matière fiscale, on n'aurait pas le droit à un procès équitable. Bon, ça, nous, on se bat tout ce qu'on peut, mais pour l'instant, on a des murs très hauts devant nous, des deux côtés. Mais moi, je ne désespère pas qu'un jour, on obtienne une évolution sur ce terrain-là. Mais tout ça pour dire qu'on a effectivement, même dans des contentieux de fiscalité locale, des problématiques qu'on n'avait pas avant et qui supposent de s'interroger. Le contentieux, c'est ça, hein, c'est un jeu, c'est essayer de pousser précisément... analyser d'abord les chances de succès, se dire elles sont faibles, mais là il y a quand même quelque chose, et puis on va y aller une fois, deux fois, et on va finir par y arriver. Donc c'est sûr, il faut être un peu patient, il faut avoir des enjeux financiers qui le justifient. C'est la problématique que nous on a, et puis essayer d'y aller. Sur le recul plus général, moi j'ai beaucoup moins de recul sur ça. Je pense que beaucoup moins de recul que vous, et je pense que là-dessus, oui, il faudrait tout remettre à plat, mais on n'y arrivera jamais. Je ne suis pas persuadé, moi, qu'on n'y arrivera jamais. C'est d'abord une volonté politique. Donc on n'y arrivera jamais. Ah non, c'est pas sûr, parce que les élus locaux, ils ne sont pas simplement élus pour participer aux manifestations d'inauguration officielle, quoi. Je veux dire, les gens, ils veulent, voilà, je veux du pouvoir, je veux pouvoir en exercer, je veux pouvoir l'utiliser, donc, y compris en matière de fiscalité. La clé du truc, c'est quand même l'aspect constitutionnel sur le pouvoir fiscal constitutionnel. Le jour où vous faites sauter le verrou en disant on vous donne un vrai pouvoir fiscal, alors il y a tous ceux qui l'ont réclamé et qui subitement vont dire oh non, 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 on n'en veut plus.
Ben, évidemment, on n'en veut plus. Puis il y a ceux qui vont dire, OK, vous nous le donnez, on le prend. Et je pense que l'une des clés, c'est ça. C'est le jour où on arrive à faire sauter le verrou en disant, vous avez juridiquement, constitutionnellement un pouvoir fiscal. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à dire ça? Est-ce qu'on est prêt à lâcher ça? Est-ce qu'on est prêt à faire confiance aux élus en disant, OK, on vous donne du pouvoir fiscal et vous allez vous expliquer avec vos électeurs tous les 5 ans, et si ça ne va pas, ils vont vous virer, et si ça va, ils vont vous reconduire. Mais est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Hein. Je n'ai pas le pouvoir fiscal, je ne peux pas décider, moi je peux voter que des taux, etc. Donc c'est relativement facile, quoi. C'est confortable comme situation. Le jour où on passe à un stade supérieur, c'est beaucoup moins confortable. Évidemment, il faut en avoir complètement conscience. Et là, pour le coup, vous avez des élus où on pourrait leur dire, bah, écoutez, vous avez pris telle décision, on est contre parce que, etc., etc., etc. Voilà. Alors, c'est ce qu'on commence un petit peu à faire, puisque là, depuis 3 ans, je dirais, oui, c'était en 2020, on commence à contester les délibérations des collectivités territoriales. Donc, on avait commencé avec l'ATOM. Bon, maintenant, c'est presque du réchauffé. Hein. C'est vrai, c'est un contentieux qui a été commencé en 2014 avec l'arrêt Auchan. On était contents, puis il y a eu une modification législative suite à ce contentieux de masse. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a encore du contentieux parce que aujourd'hui, les collectivités territoriales ne sont pas en mesure de nous fournir les justificatifs qui sont attendus par le Conseil d'État pour le calcul de la disproportion. Mais zappons l'atome. Aujourd'hui, on voit des contentieux qui naissent sur la légalité du vote des taux de taxe foncière, et notamment la légalité des augmentations des taux de taxe foncière. Ça a commencé à Aix-Marseille, chez vous, Marseille, où effectivement une association, donc c'était l'UNPI, a contesté l'augmentation du taux de taxe foncière en se basant sur l'argument qui était de dire que les conseillers municipaux n'avaient pas eu une information aussi éclairée qu'ils auraient pu attendre, et donc le taux de taxe foncière a été voté sans éclairage suffisant. Et là, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ces requérants, mais il y a un mais, a donné à la métropole de Marseille, d'Aix-Marseille, la possibilité de revoter le taux. Bon, ça, c'est un autre débat, puisqu'ils ont voté quand même un taux N en N+2. Là, ça me chatouille un petit peu, donc on est là aussi parti en contentieux sur cette nouvelle délibération. Mais l'augmentation la plus phénoménale de taxe foncière, c'est celle de Paris. Vous êtes parisien, donc vous le savez. En 2023, on a eu une augmentation de plus de 52% du taux de taxe foncière. Quand moi, je regarde les rapports de la ville de Paris, le débat d'orientation budgétaire, il n'y a aucun chiffre qui vienne justifier, étayer cette augmentation de taux de taxe foncière. Alors on le conçoit, il y a les Jeux Olympiques, il y a les travaux que vous adorez tant, chers Parisiens, il y a plein de choses, mais pour autant, est-ce que les conseillers municipaux auraient accepté de voter ce taux si ils avaient eu connaissance du montant attendu suite à cette augmentation? Est-ce que vous savez combien la hausse, juste ces 52%, a généré en matière de taxes foncières, CFE et taxes d'habitation, de hausse de recettes fiscales? C'est 1 milliard. 1 milliard, ça a généré 1 milliard d'euros de recettes supplémentaires pour la ville de Paris, et qui bien évidemment sera répercuté sur 2024, 2025, etc. Donc, et là, il se pose aussi un problème de consentement à l'impôt, de se dire,
qu'est-ce qu'on en fait de ces 1 milliard? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait où sont passés ces 1 milliard? Et donc, on voit en fait des nouveaux contentieux se développer. Et donc, on vient un peu chatouiller aujourd'hui les délibérations. Alors, les délibérations, non pas par recours pour excès de pouvoir, mais en plein contentieux avec l'exception d'illégalité. Et c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant, en fait. C'est grâce à l'atome qu'on est venu utiliser des nouvelles méthode de contestation. Alors moi j'adore parce qu'en fait c'est ce qui me fait lever le matin. Les bases j'aime bien mais c'est moins mon truc. Mais voilà toute cette intellectualisation du contentieux fiscal en matière de fiscalité locale. Quand on... Là c'est une question pour vous Céline. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut être pour être un bon fiscaliste en fiscalité locale, au-delà du bon juriste? Alors, je dirais que maintenant, pour trouver des pistes de contentieux en matière de fiscalité locale, il faut aussi avoir une vision très périphérique et notamment savoir utiliser toute la data qui est à disposition. Je donne un exemple. Par exemple, il y a une mise en ligne de la data sur le fichier des locaux et le fichier des parcelles qui est mise en ligne sur data.gouv. Et en croisant ces fichiers avec les fichiers de mise en œuvre des coefficients de localisation, on peut identifier en fait par département quelle est un petit peu l'orientation de la commission des valeurs départementales des valeurs locatives des locaux professionnels sur ces décisions de coefficients de localisation majorants. C'est-à-dire qu'on va voir en fait quel type de redevable est ciblé finalement, et on va pouvoir se rendre compte que sur un département, bizarrement, les coefficients de localisation majorants, c'est plutôt la grande distribution. Alors on va se dire, est-ce que vraiment le coefficient de localisation, il a été voté en connaissance des règles, ou bien est-ce que c'est un coefficient qui a été voté pour augmenter la fiscalité de la grande distribution sur ce périmètre? Donc là, on va se dire, sur ce département, je vais peut-être me poser la question, est-ce que la délibération est justifiée? Est-ce qu'il ne faut pas déposer un recours pour excès de pouvoir? Donc c'est une vision qui est plus large, qui permet d'aller chercher de la data et de trouver de nouveaux items de contentieux. Moi, je vous rejoins aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut qu'on soit un peu urbaniste. Parce que quand on prend ces contentieux de collectif, sur le coefficient de localisation, je vous rappelle qu'il doit être voté donc soit à la hausse pour en majoration, soit à la baisse. Alors quand il est à la baisse, personne ne va vraiment le contester. Mais quand il est à la hausse, on se pose quand même la question. Et il est vrai que c'est quand même assez ciblé. Mais pour voter un coefficient de localisation, il faut qu'il y ait un changement économique entre n et n-1. Et donc là, quand on vient contester, il faut qu'en tant qu'urbaniste, on vienne démontrer qu'il n'y a pas eu de changement entre n-1 et n. Donc on a une nouvelle casquette qui n'est plus juridique, mais là, vraiment statisticien, parfois géomètre, parce qu'il faut aussi qu'on soit outillé d'outils de mesure maintenant. Donc on analyse des plans. Un peu de statistiques aussi, parce que il faut bien qu'on fasse des ratios. Donc aujourd'hui, personnellement, au-delà de ces contentieux vraiment purement juridiques, on n'est plus juriste, on est plein de métiers à la fois. Alors c'est aussi ce qui fait le plaisir de ce métier, c'est qu'on fait plein de choses différentes, et donc c'est super. Il faut être comptable aussi. C'est ce que j'allais ajouter, voilà. Expert comptable, non seulement en comptabilité privée, mais aussi en comptabilité publique. Parce que sur les contentieux de TOM, quand on s'est mis effectivement devoir analyser les budgets des collectivités locales pour essayer de démontrer qu'il y avait effectivement quelles étaient les recettes et les dépenses qui étaient affectées, non affectées, on s'est retrouvé en plus face à une diversité de comptabilisation.
Donc oui, tout à fait, expert comptable. Ah oui, et vraiment, parce que, alors, expert comptable, pour le calcul de la méthode comptable, il faut connaître un petit peu son plan comptable, mais aussi pour le calcul de la CVAE. Bon, on l'avait avant avec le plafonnement VA, mais ça, c'est nouveau. Et effectivement, pour les collectivités publiques, la comptabilité publique, donc là, on est encore un peu plus décorrélé, mais c'est vrai que il faut quand même aller puiser dans ces ressources et puis rester toujours à l'affût de nouvelles compétences. Est-ce qu'on peut faire, ça c'est une dernière question, quels sont les défis juridiques aujourd'hui en matière de fiscalité locale pour améliorer la transparence? C'est pour vous, monsieur le professeur Lambert. Vous n'avez pas une autre question par hasard? les défis juridiques, moi je pense que ça peut progresser, mais par la jurisprudence communautaire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des pistes qu'on n'a pas encore totalement explorées, notamment ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'article 1 du premier protocole. Je crois qu'on n'est pas au bout. Sur la notion de procès équitable également. Mais si je regarde un peu la jurisprudence française, il n'y a pas grand-chose à en attendre, me semble-t-il, pour l'instant. Mais ça peut progresser par la jurisprudence communautaire. Et donc ça, c'est une première piste. La piste QPC, j'y crois pas trop. Parce que je trouve que c'est déjà extrêmement verrouillé, quoi. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses. Et je ne vois pas par quel angle on peut le prendre. Enfin, comment on peut le prendre? On a parfois, enfin, de toute façon, en termes de fiscalité et en termes de fiscalité locale, des problèmes d'égalité de traitement, en fait. Oui, mais la notion d'égalité de traitement dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle est déjà bordée. On doit traiter de la même façon les personnes qui sont dans une situation identique, etc. Mais si elles ne sont pas tout à fait dans la même situation, je peux discriminer. C'est ça la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Oui, tout à fait. Mais là-dessus, on a quand même encore des marges de manœuvre parce que si la jurisprudence est posée, on a parfois des textes qui posent des problèmes puisque précisément en prévoyant des exonérations différentes sans que la différence de traitement soit justifiée au regard de l'objectif porté par le texte, on a potentiellement des problématiques Vous avez des problématiques de contentieux. Je ne suis pas persuadé que vous ayez des problématiques, que vous ayez des espoirs de résultats favorables. Parce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle est tracée, elle est bordée. Et j'imagine mal le Conseil constitutionnel, dans sa composition actuelle, faire preuve de beaucoup d'audace. Attendons de voir le nouveau président. On verra. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils aient fait... quand je regarde, par exemple, toutes les QPC en matière fiscale, beaucoup de mes collègues disaient « Ah, la moitié du Code général des impôts, il va falloir le réécrire, voire la totalité du livre des procédures fiscales. » Alors Jean Lamarck a même écrit ça, quelque part. Puis il y a des gens un peu plus réservés, Christophe de la Mardière et d'autres, qui disaient « Ah, attendez, ne nous énervons pas. Regardons d'abord la jurisprudence telle qu'elle existe, puis quand on aura une idée bien claire de la jurisprudence telle qu'elle existe, on verra quels sont les aspects fiscaux. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est exactement ce raisonnement qui a fonctionné. Autrement dit, le Conseil ne dit pas on va faire des choses particulières parce qu'on est dans le domaine de la fiscalité. Non, c'est pas ça qu'il nous dit. Il nous dit j'ai une jurisprudence qui est bien établie, est-ce que vous rentrez dedans ou est-ce que vous ne rentrez pas dedans? Ce qui explique que les marges de manœuvre, les évolutions. Alors il y en a évidemment, en matière de sanctions, il y en a eu. Mais quand on regarde les évolutions telles qu'elles apparaissent, c'est quand même très en deçà de ce désespoir que l'on avait fondé au moment de la création des QPC. Au moment de la création des QPC, beaucoup de mes collègues ont écrit des choses en disant mais on va avoir, vraiment, ça va être bouleversé. On va tout remettre en cause. Quand je regarde ce que l'on a remis en cause, on a remis en cause un certain nombre de choses sur les sanctions. Ça, c'est vrai, pour des histoires de cumul, etc., etc. Mais quand je regarde un peu plus près, la jurisprudence du Conseil d'État nous l'avait déjà un peu signalé, et la jurisprudence de la Cour de cassation nous l'avait aussi déjà un peu signalé. Donc, en réalité, ces évolutions, elles sont quand même un peu limitées. Et donc, je pense qu'il y a des potentialités, ça, je suis absolument d'accord avec vous, il y a des potentialités. Je suis beaucoup plus réservé, mais on verra, hein, je suis beaucoup plus réservé sur les résultats attendus
pour les raisons que j'ai indiquées. Le Conseil constitutionnel, il s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle. Alors ça ne veut pas dire que ça ne veut pas évoluer, ça ne peut pas changer. Ça peut évoluer, ça peut changer. Mais quand je regarde les décisions qui sont rendues, reconnaissons quand même qu'elles sont peu audacieuses. Elles sont très très conformes à la ligne qui est donnée. Très peu, il se passe très peu de choses en réalité. Alors c'est lié à des tas de choses, peut-être la composition, peut-être le président, peut-être plein de choses, mais je pense qu'il y a quand même ça. Ceci étant, il n'est pas interdit d'espérer. Après, il est vrai qu'il n'y ait pas eu d'évolution majeure en termes de QPC favorable. J'entends la seule qui nous a marqué, c'était quand même sur le taux de CVAE pour les groupes. Mais là encore, tout de suite après, ça a été corrigé dans la loi de finances. Donc finalement, on peut avoir un peu d'audace, et je l'espère, parce qu'on a quand même des contentieux en commun. Et espérons, mais à voir. À voir. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, à vous. Vous pratiquez aussi la fiscalité locale dans votre cabinet. Est-ce que vous avez le même ressenti sur l'évolution des contentieux ? Bonjour à tous, Julien Thierry, je suis avocat. Effectivement, j'ai une pratique assez dense en imposition locale et je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Malheureusement, j'ajouterai. Moi, je poursuis beaucoup l'espoir de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment à Paris, pour certains autres sujets, mais par exemple sur l'exonération des constructions nouvelles, où on a un statut très spécifique à la ville de Paris. Et pour la QPC, alors j'ai eu la joie de participer à une QPC en matière de taxe foncière qui a été victorieuse, je dirais. Mais effectivement, je tente régulièrement des QPC. Malheureusement, ça n'aboutit pas. Et l'espoir me fait vivre, pour reprendre les termes du professeur Lambert. Mais j'ai malheureusement, effectivement, de manière générale, un peu de déception sur les jurisprudences qu'on obtient aujourd'hui en matière d'imposition locale. Mais bon, l'espoir me fait vivre quand même. La difficulté qu'on a, c'est que c'est beaucoup dans la main du juge. Pour reprendre le point essentiel, c'est cette question de rupture d'égalité et de comparabilité des situations. En réalité, c'est un terme très général, mais comme beaucoup de notions que contrôle le Conseil constitutionnel, et d'abord le Conseil d'État d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ne transmet pas. Pour avoir une QPC, il faut avoir effectivement le filtre. Donc soit vous la soulevez en première instance, puis vous avez de toutes les façons le filtre du Conseil d'État, puis la décision du Conseil constitutionnel. Et on a eu quand même une évolution défavorable dans le sens de l'interprétation, de la comparabilité des situations. C'est très facile de venir dire « Ah ben non, mais en fait, vous êtes dans un cas légèrement différent, donc les situations ne sont pas comparables ». Donc il y a effectivement quand même un choix en partie politique dans les mains du juge dans ce qu'il veut faire de cette notion de comparabilité des situations. La Cour européenne des droits de l'homme, alors... Il y a quand même pas, enfin, globalement sur les questions de fiscalité, elle s'y intéresse pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elle préfère effectivement, elle s'estime beaucoup plus mise en place pour des problèmes de liberté publique plutôt que pour les deniers. On a effectivement la décision Waldner là qui nous ouvre des perspectives, mais à mon avis pas beaucoup en fiscalité locale. Mais on a quand même cette décision qu'il va falloir exploiter au maximum, dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a considéré, donc c'est là où elle a sanctionné une espèce finalement de sanction déguisée, le 1,25% d'imposition quand un professionnel libéral n'a pas fait appel à une association agréée. Cette majoration ce qui est intéressant dans la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'analyse qui est très poussée, parce qu'on a beaucoup de motifs, du dispositif, de ce qu'a voulu faire le législateur et de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, l'idée de la majoration, c'était quand même de se dire, quand vous ne passez pas par une association agréée, il y a une espèce de présomption que vos comptes sont potentiellement, que vos bénéfices sont potentiellement un peu minorés. Et en même temps, la majoration s'applique quand bien même vous démontrez parfaitement que vous avez cette bonne foi et que vous n'avez pas fraudé. Donc ce qui est sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est cette dissociation entre l'objectif du législateur qui finalement cache une sanction sans que la personne puisse s'exonérer en montrant sa bonne foi. Donc c'est une décision importante parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme en matière fiscale. Donc il faut voir comment on pourra la transposer pour utiliser cette notion de
comment apprécier l'intention du législateur et la validité finalement du dispositif qu'il a mis en place par rapport à son intention. Je voudrais juste compléter ma réflexion sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et sur le Conseil constitutionnel, alors puisque vous nous avez dit qu'on était entre nous, moi je me demande quand même s'il n'y a pas des décisions en termes d'opportunité budgétaire. C'est-à-dire, je vous vois sourire, donc je pense que peut-être pas très loin de ce que je pense. Parce que si on regarde de près les décisions du Conseil constitutionnel sur les lois de finances, en particulier, très sincèrement, je pense que la question se pose. Très sincèrement, je pense que la question se pose. C'est-à-dire qu'on est assez loin du droit et on est assez près des questions d'opportunité budgétaire. Autrement dit, si je censure, je perds combien? Si je ne censure pas, je sauvegarde les finances publiques. Au nom de l'intérêt général, au nom de ce que vous voudrez. Bon, on oublie le droit, c'est pas très grave, tout ça. Donc je me demande quand même s'il n'y a pas... alors évidemment, j'aurais pas la cruauté de dire que pas une seule fois le Conseil constitutionnel n'a eu le courage de censurer un projet de loi de finances au nom de l'insincérité. Quand même. J'observe que des travaux récents à l'Assemblée nationale ou au Sénat viennent de montrer que parfois, quand même, c'était plutôt insincère. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Alors évidemment, l'avis du Haut Conseil nous dit c'est blanc, c'est noir, tout compte fait, c'est gris. Mais quand vous relisez un certain nombre d'avis du Haut Conseil, vous vous dites c'est pas possible qu'ils aient pas censuré, quoi. C'est pas possible qu'ils aient pas censuré. Et quand vous regardez dans le détail les lois de finances, que l'on fait évidemment tous les ans, vraiment il y a des décisions, on se dit c'est pas possible, quoi. C'est vraiment une décision d'opportunité budgétaire. C'est vraiment une décision d'opportunité budgétaire. Voilà. Et donc je me pose la question, mais vous avez deviné la réponse qui serait la mienne. Alors, merci. Moi, je me suis présenté tout à l'heure, mais j'ai plusieurs casquettes. Je suis juge administratif, en fait. Et je voudrais, en fait, revenir sur tout ce qui a été dit sur l'évolution du contentieux. Alors, il est vrai, il y a très peu